Bonsoir à toutes et tous, ou rebonsoir pour ceux qui nous ont suivis en live. Vous êtes ici on vous accueille sur le plateau des Rendez-vous du Futur. D'habitude, c'est un autre personnage qui ouvre cette émission, c'est Éloi, qui malheureusement, pour des raisons de santé, manque à l'appel ce soir. C'est bien la première fois. Cependant, je sais qu'il suit cette émission en direct et qu'il est derrière son écran et son téléphone à tweeter cette émission qui sera à suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF. Alors cette émission ce soir va être un peu particulière. Nous allons aller à la rencontre d'un personnage, Jean-Michel Billot. C'est un pionnier de l'Internet qui a travaillé sur ce sujet, qui l'a suivi, c'est une figure incontournable de l'économie high-tech et qui a aussi, je pense, une vision à partager avec nous. Il va nous accompagner dans un petit voyage que nous allons faire ensemble pendant 1 heure pour savoir comment passer du monde 1.0 au monde 2.0. Alors, cette émission, elle est en direct, en live, je l'ai dit, sur le site des Rendez-vous du Futur, sur le site du Cube. Et ce soir, elle est aussi en live sur la page Facebook des Rendez-vous du Futur. Donc, vous pouvez la visionner, commenter et interagir. Je tâcherai de me faire le porte-parole de vos tweets, de vos réactions avec les petits écrans que j'ai là ici. Alors Jean-Michel Billot, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes économiste, bonsoir, informaticien, spécialiste des nouvelles technologies. On le dit, oui. Déjà en 78, vous avez fondé l'atelier de BNP Paribas. Non, l'atelier de la compagnie bancaire, qui a été racheté par BNP Paribas ensuite. En 2001. Oui. Voilà, et qui avait vocation à être un centre de veille technologique. Exact. Et d'analyse des nouvelles technologies. Vous avez, et vous continuez aussi à produire et animer les bio-shows, des formes d'interviews sur le web avec des personnalités qui sont issues de l'environnement de l'innovation et qui sont diffusées sur Internet. Vous avez aussi reçu pas mal de récompenses et vous êtes notamment, vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour tout ce que vous avez fait en faveur du développement de l'Internet et du numérique. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes connecté ? Oui, tout le temps. Merci. C'était ma première question. Voilà, pour engager le débat. Mais je sens que je vais avoir besoin de quelqu'un qui a toujours été là depuis le début de toutes les émissions des Rendez-vous du Futur. C'est Nils Aziosmanov. Nils, est-ce que je peux te passer le relais pour trouver des questions plus percutantes que les miennes ? Mais je le connais depuis le début, lui. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Michel Billot, d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir de vous avoir au Rendez-vous du Futur. Vous manquiez à notre palmarès, notre beau palmarès avec plus de 100 émissions. Et franchement, je suis vraiment très heureux que vous ayez accepté de venir. C'est un grand plaisir. Et puis un petit coucou effectivement à Éloi Choplin, qui est au fond de son lit, qui doit nous regarder, qui va certainement vous envoyer plein de questions par Twitter. Éloi, on pense à toi, on est de tout cœur avec toi, bon rétablissement, reviens-nous vite, on a besoin de toi. Voilà, et en tout cas, un très grand merci à Charlie d'avoir au pied levé accepté de co-animer cette émission avec moi. Alors, notre échange, Jean-Michel Billot, si vous le voulez bien, va se passer en 3 temps. Le premier temps, on va un peu parler de votre parcours, comment ça a démarré, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu la personnalité que vous êtes, reconnue dans le domaine de l'innovation. On va parler également dans un deuxième temps de votre combat d'aujourd'hui, si je puis dire, et je pense à votre engagement dans la sphère politique. Je trouve cette démarche très intéressante. Et puis, on parlera du futur, mais en fait un futur qui est peut-être déjà là, hein, ça va tellement vite aujourd'hui, sur les grandes transformations du monde et changements de civilisation, et on ouvrira donc sur un certain nombre de grandes thématiques. Et puis si on a encore le temps après tout ça, on parlera peut-être de l'après-après, mais on va réserver ça pour tout à l'heure. Alors, le parcours, l'avant. Entrons dans l'avant. Donc vous avez effectivement créé l'atelier BNP Paribas en 1900. Non, la compagnie bancaire. Décidément. Hein. Ouais. Est-ce que c'est pas Wikipédia où il y a une faute dedans parce que... Ah, je sais pas. D'accord, je crois avoir pris l'info. Ça pose une question. On va vérifier. Là, ça pose une question justement sur Wikipédia. On demande aux aussi. internautes de checker tout de suite. Et de partager et de corriger. Mais vous l'avez bien créé en 78.
Officiellement, oui, mais il existait avant, mais non officiellement. Bon. C'était un truc qu'on avait mis entre copains dans la boîte, qui avait des réunions tout à fait secrètes. Et en juin 1978, le comité directeur de cette noble compagnie bancaire a décidé de créer ce bazar. D'accord. Alors en tout cas, ce qui est une chose qui est certaine, c'est que c'est très vite devenu un repère très couru du monde de l'innovation. Et alors ma première question, c'est qu'est-ce que cet atelier avait de particulier, de si particulier, atelier que vous avez créé et animé, pour être aussi fréquenté? Eh ben, combien de temps j'ai? Il est quelle heure? Écoutez, on l'a pas fait exprès. Moi-même, d'abord, je suis originaire du Nord, donc je suis un ch'ti. J'ai fait des études d'économie politique, d'économétrie, un peu d'informatique. Et j'étais embauché comme conjoncturiste junior dans cette noble compagnie bancaire pour réaliser tous les mois une espèce de note de conjoncture pour dire au comité directeur, le camion se vend pas bien, donc il faut peut-être pas le financer ou mettre beaucoup d'argent là-dedans, etc. Et donc, je vous passe les détails. Mon président de l'époque, André Lévy-Lang, a vu que j'avais une certaine spécialité d'aller m'informer ailleurs de ce qui se passait directement. Et donc, c'était pas les chefs qui faisaient des dîners en ville et dont l'information circulait assez mal. Et donc, ils m'ont demandé de m'occuper aussi du centre de documentation du groupe de la compagnie bancaire, donc une trentaine de dames qui découpaient des articles de journaux. Et mon patron m'a dit, naturellement, Bio, vous me remettez tout ça sur pied, mais faites des économies de frais généraux. Parce que les patrons, ils disent toujours ça. Et donc, ça m'a turlupiné. Je suis allé voir les informaticiens pour mettre nos revues de presse que l'on faisait tous les jours sur les gros systèmes IBM. On m'a rétorqué que eux, ils travaillaient et ils s'amusaient pas. Donc, j'étais un peu embêté. Et puis, j'ai entendu parler du Minitel. Donc, je suis allé voir les gars à l'époque, on appelait ça la DGT. Gérard Théry, etc. J'ai piqué un Minitel. Il n'y avait un seul serveur à l'époque à Rennes. Et je l'ai mis sur mon bureau. Et puis, tous les copains que je voyais à la cafétéria, je leur ai dit, écoutez, vous avez le temps, pris le café, je vous montre le Minitel. Comment t'as un Minitel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ils en avaient un peu entendu parler. Donc, je montrais. Parce que les Français, il faut toujours leur montrer, sinon ça marche pas. C'est comme Saint Thomas, il faut leur montrer. Donc, à partir de là, on a commencé à réfléchir. Moi, à ma revue de presse, qu'on n'a jamais faite d'ailleurs. Et puis on s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire ce truc-là, parce que si ça marche, parce que quand même c'était des fonctionnaires français, hein. Alors si ça marche dans la technologie avec des fonctionnaires français, on ne sait pas très bien. D'ailleurs, nos élus, etc., depuis la Deuxième Guerre mondiale, en gros, tous les produits les réflexions numériques ont tous foiré, le plan calcul, jusqu'au dossier médical personnalisé, etc., etc. On n'a pas une élite aujourd'hui qui est numérique jusqu'au bout des tripes, si je puis dire. Donc, je reviens à mon histoire, et avec mes amis du CTLM, qui existent toujours en tant que CTLM, mais surtout en tant que BNB Finance, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne fait pas des dossiers de crédit électroniques sur le Minitel? Comme le Minitel était gratuit, on allait porter le Minitel chez le vendeur avec lequel nous travaillons, le Darty du coin, etc. On a fait une demande de crédit online, et on a reporté la saisie des données sur le vendeur. Alors qu'avant, le mec, il nous écrivait sur un bout de papier, un dossier de crédit, nous envoyait par la poste, et ça venait dans des agences back-office qu'on avait chez nous, et il y avait un deck qui ressaisit ça sur des terminaux 3270 IBM, vous savez, les écrans verts, je ne sais pas si tu te souviens, et naturellement, il faisait des fautes de frappe, etc. Donc les vendeurs nous ont dit, mais ouais, attendez, ouais, c'est bien tout ça, mais en fait, on fait votre boulot, là. Alors comment on a fait, justement, parce que la technologie, c'est vachement bien, mais l'être humain bien compris, c'est encore mieux. Eh bien, on leur a dit, chers amis, parce qu'on les rétribuait, puisqu'ils nous apportaient du business, eh bien, vous allez savoir tout de suite, au bout de 5 minutes, si vous allez avoir votre guilde de la compagnie bancaire ou pas. Si on prend le risque sur votre client, et donc vous le saurez tout de suite. Alors qu'avant, il fallait attendre, mieux, une semaine, et quand il y avait des grèves de poste, c'était encore pire. Donc, c'est pour ça que ça a marché. Donc avec mes copains du CTLM, on a mis tout ça sur pied. Et on a été la première établissement financier à réussir à fond les ballons, si je puis dire. On a gagné beaucoup d'argent. Voilà le début. Et alors justement, après cet atelier, c'est devenu, comme je disais, un lieu, une place très courue où beaucoup de gens venaient découvrir. Voilà. 10 ans plus tard, j'ai décidé d'ouvrir l'atelier en 88 au reste du monde. Alors mon président me disait, ouais, monsieur cher ami, parce que non, il parle pas comme ça, lui, il n'a pas fait l'ENA.
Ouais, mais le Crédit Agricole va venir, etc. J'ai dit, écoutez, monsieur, nous, on va inviter Niels qui va nous raconter ce qu'il fait dans son truc, mais le Crédit Agricole... Le pire, c'est que c'est vrai. Je me rappelle être venu. Et le Crédit Agricole pourra l'inviter s'il veut. Alors, l'intérêt de la chose, c'était quand même extraordinaire, c'est que on a ouvert le système, et moi, j'ai invité des gens qui faisaient des startups, parce qu'à l'époque, on parlait aussi on a parlé startup après 95, donc j'ai invité des gens pour qu'ils viennent nous expliquer, d'abord pour les cadres de mon groupe qui étaient intéressés, ils venaient ou ils venaient pas, ils n'avaient pas besoin d'avoir une autorisation directoriale. Et ensuite, on l'a ouvert sur l'extérieur, notamment on a ouvert un BBS, un Bulletin Board System, où des cadres français sont initiés avec nous à la vie online, et on faisait des ateliers. Et l'objectif, c'était simple, c'était d'inviter des... par exemple, en ce moment, en Hollande, vous avez une start-up qui crée une centrale électrique virtuelle. Bon, eh bien, si j'étais encore à la campagne du Manquer à l'époque, j'aurais invité les Hollandais à venir nous expliquer ce truc-là, et ils seraient venus, l'EDF ou je ne sais qui, dans ce domaine. Et dès le démarrage, au bout de 5 minutes, je posais une première question. Mon objectif était de déstabiliser le mec qui parlait. Donc du coup, les mecs qui étaient dans la salle, ils commençaient à se dérider, à poser des questions. Parce que le Français qui va dans une conférence, il reste quoi? Il bouge pas. Il note. Et peut-être que son chef lui a demandé de venir. Donc il bouge pas. Donc on a décidé d'ouvrir tout ça. On a commencé à filmer. On a perdu les films quand la BNP nous a rachetés, etc. Donc c'est parti comme ça. Excusez-moi, juste en 88, on parlait de quoi alors à l'époque dans ces salons? On parlait du multimédia surtout, beaucoup de multimédia. On parlait de CDI, de Philips qui a crevé. On a parlé de vidéodisques avec les kiosques de Florsheim aux États-Unis. Et d'ailleurs, Darty nous conseille à acheter un kiosque Florsheim pour aider les consommateurs dans les magasins à avoir une profondeur de l'offre beaucoup plus grande que ce qu'il y avait dans le magasin. Bon, tout ceci a foiré parce que le vidéodisque de Philips, moi j'en ai encore un, mais il ne marche plus. Hein. Alors, Jean-Michel Billot, ce qui est génial, c'est que on peut vous écouter. Ah ben j'ai tout mon temps. Voilà, non, mais alors je suis obligé de regarder l'heure parce que voilà, parce que je vais me faire gronder par Charlie tout à l'heure. Donc j'ai une deuxième question sur la partie avant. C'est le Bio Show qui a démarré en 2004, si je dis pas de bêtises. Le vrai Bio Show a démarré après mon amputation de jambe en 2010. Mais effectivement, j'ai ouvert un blog, en 2004, grâce à Au-Père Lemeur, qui m'a donné l'utilisation du truc qui était censé en vendre en Europe. Je commençais à faire de la vidéo, mais avec une caméra, je me baladais, caméra même du Super 8, non, ça c'était avant. Et quand je suis rentré de mon hôpital après mon amputation, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors ma femme m'a dit, écoute, tu as travaillé beaucoup dans ta vie, tu n'as pas eu le temps de regarder la télé. Donc je vais mettre ton fauteuil roulant dans le salon, tu regarderas la télé. 2 jours. Sinon... et donc, des copains sont venus me voir, parce que quand ça t'arrive, un truc pareil, c'est pas gai, parce que t'es pas habitué. Et ils m'ont dit, écoute, Bio, quand même, on va te remonter les bretelles, tu vas t'y remettre, et tu vas le faire en virtuel, en fait. Donc, je fais de les visios. Mais alors là, justement, c'est encore une aventure incroyable, dans la droite lignée de l'atelier, puisque vous avez 15 000 followers, c'est une mine d'or d'informations, de trouvailles, d'interviews, de pépites, de réflexions sur l'innovation. Qu'est-ce que vous en diriez en 2 mots? Comment vous le décririez? C'est absolument foisonnant, il faut aller voir, il y a énormément d'informations. Comment vous le décririez en 2 mots? Écoutez, d'abord, je ne l'ai pas fait exprès. Deuxièmement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les êtres humains. Niels, toi, enfin tout le monde, là, et au niveau mondial. Donc, je passe ma sainte journée, de 6h du matin à peu près jusqu'à 11h midi, sur Internet, Twitter et tout le reste. Ensuite, après une petite sieste quand même, parce qu'on n'est pas des bœufs, je vais me faire, quand il fait beau, je fais une balade dans la plaine de mon bled, parce que j'ai un scooter électrique pour handicapés, et puis je reviens chez moi, je me remets au boulot. Mais pour moi, c'est pas du boulot. En fait, je suis un peu je suis un peu le Lévi-Strauss du numérique chez les humains. Allons-y. Excusez-moi, monsieur Lévi-Strauss. Et est-ce que c'est la même communauté globalement qui continue à vous suivre, le même type de profil, ou est-ce que ça s'est élargi à d'autres communautés? Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Aujourd'hui, j'ai passé une
très grande partie de la journée à répondre à un commentaire que j'ai sur mon wall Facebook. Il y a des gens qui disent que Elon Musk c'est un connard, des Français normaux. Il y a des gens qui disent, il y a tout. En fait, sur mon wall, j'ai la société française en réduction. Donc les gens qui disent Elon Musk c'est extraordinaire, j'attends ces tuiles pour baiser EDF. Je m'excuse s'il y a des dames qui regardent. Les tuiles solaires avec la batterie qui va avec. Donc en fait, moi je suis au milieu de tout ça et donc je regarde. Alors, vous regardez, mais vous faites plus que ça. Vous observez, et bien entendu, vous redonnez, vous redistribuez de l'information qui est précieuse, mais vous avez aussi un rôle d'animateur qui fonctionne assez bien, parce que vous n'hésitez pas, vous n'avez pas l'air de voir, vous y allez. Bazooka quand vous n'êtes pas content, vous le dites. Ouais. Et je pense que ça contribue aussi au style du BIO Show. Et pas fait exprès non plus. Quels sont les sujets les plus plébiscités par vos... Par moi ou par... Par votre communauté, vos lecteurs, vos auditeurs Comme je m'intéresse à beaucoup de choses, donc moi je m'intéresse surtout à ce qu'on appelle la e-santé. Je m'intéresse beaucoup à la politique qui va se mettre online dans les mois ou années à venir. Je m'intéresse aux tuiles solaires, je m'intéresse à la fin de l'atome pour fabriquer de l'électricité, parce que sinon on va avoir de très sérieux problèmes, à mon sens. Je m'intéresse à tout. C'est ça enfin, c'est pas un problème d'ailleurs. Et vous avez dit un mot-clé justement qui va nous permettre de... Alors oui, je voulais revenir en fait sur la e-santé. C'est un sujet en fait qui est très tendance, d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, pour ne pas faire de jeu de mots. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous observez en fait sur ces questions ou sur la e-santé? On voit beaucoup de progrès sur l'aspect en fait technologique, et puis il y a toujours cette question en fait des données qui transpercent aussi ce sujet. Ça c'est effectivement chez les Français, ça les interpelle, ces braves gens. En gros, je pense que si on ne fait rien, le système de santé français va à la catastrophe. Alors, d'abord, pourquoi je me suis intéressé... Pourquoi donc, monsieur ? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. D'abord, pourquoi je me suis intéressé à la e-santé. Quand mon état de santé, en 2009, j'ai eu une rupture d'anévrisme poplité, l'artère sous le genou a pété. Mais je peux vous dire que ça fait très mal. Et en gros, il y a eu le système de santé français n'a pas été à la hauteur, parce que on m'a conduit dans un hôpital, parce qu'il faut arriver rapidement sur un bloc opératoire pour faire un pontage. Sinon, vous y passez. Et donc, je ne suis pas arrivé rapidement. Il m'a fallu 6 ou 7 heures pour arriver. Donc, ça a été toute une épopée que j'ai racontée sur Cela pourrait vous arriver sur Facebook. Et donc, la jambe était nécrosée. Et donc, il a fallu l'amputer. Et moi, j'ai demandé à mon chirurgien, un type bien d'ailleurs, le type, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Qui vous dit que c'est une origine génétique. Voilà. Si vous savez tout, on va poser une autre question. Non, le gars, je lui ai demandé à quoi c'était dû. Il m'a dit, c'est génétique. Bon, alors, moi je suis un pauvre con. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à regarder la génétique, ceci, cela, et j'ai commencé à suivre des MOOC sur EDX aux US de génétique. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que justement je reprenais mes bio-shows là, et donc j'avais pas beaucoup de temps. Et donc je me suis intéressé à la génétique. Alors qu'en France, on s'y intéresse dans des milieux autorisés, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils foutent. L'Institut Pasteur, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Génopole commence à tweeter en ce moment, mais on ne sait pas ce qu'ils font. La France est une démocratie de l'opacité. On est au courant de rien. Bon. Donc j'ai vu ça, et j'ai vu arriver dès 2011 le raz-de-marée des startups américaines dans la e-santé. Aujourd'hui, j'espère qu'il y en a quoi, 3 000, 4 000 Il y en a plus de 1000 en 2011. Voilà, et financé par les VC américains à hauteur de 15 milliards de dollars. C'est beaucoup. Et donc ces gens-là ont pavé la venue des GAFA américains. Les Apple, les Amazon, tout le monde arrive, IBM avec son Watson, ils arrivent tous. Et alors du coup, les Chinois, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe en Chine, mais les Chinois, ils s'y mettent aussi. Alors le machine learning avec Alibaba, Tencent, eCarbonix, qui est absolument inconnu en France. Et pourtant, ce type qui a créé ça, c'est le gars qui... En Chine, il séquence tout. Il séquence les salades, les chiens, les Tibétains, les malades, pas les malades. Ils mettent tout ça dans des grands fichiers. Et ils font tourner des algorithmes, du big data, pour essayer de définir tout un tas de trucs. Concernant les maladies de l'être humain, eh bien, ces gens-là veulent simplement éradiquer le cancer de l'humanité.
Et ils vont le faire non pas avec la chimie, avec les molécules, donc les big pharma, mais ils veulent le faire avec la data. Donc pour le faire avec la data, il faut que les gens mettent leurs données de santé génétiques et autres, je vais y venir après, ou et autres, dans des big machins où on fait tourner le Watson d'IBM, le Watson d'IBM sert à ça, ou alors en Angleterre, David Cameron a lancé le programme 100 000 génomes, donc ils sont séquencés depuis 3 ans, et nous on glandouille dans les coins. Il y a un plan qui a été lancé en France cet été. Le 22 juin, Mme Marisol Touraine a annoncé un plan génomique 2025. Bon, que j'ai analysé parce que je publie des newsletters sur la e-santé. Je ne sais pas où on va aller avec ce truc-là. Alors, est-ce que c'est un nouveau plan calcul? Parce qu'il y a quand même 600 millions d'euros à mettre sur la table. Il y a tout un tas de gens. Il y a 250 personnes qui ont participé à ce plan. Je demande à voir. Ça fait un peu armée mexicaine. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vous avez la génétique. On commence à comprendre que la génétique, qui est votre operating system que vous avez dans chacune de vos cellules, c'est votre operating system. Donc s'il va mal, votre operating system, c'est comme Windows, ça bug. À côté de ça, vous allez avoir les internets des objets de santé, tout un tas de trucs. Là, j'attends un laboratoire d'analyse de sang qui s'appelle Core, pour $199. Donc tous les matins, je me mets un truc là j'y prends quelques gouttes de sang. Le self-quantified. Ah ouais, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je le mets dans le petit bidule. On dirait un appareil électroménager que Madame Bio va avoir dans sa cuisine. Je reviens un quart d'heure après sur mon iPhone et j'ai mon taux de glycémie, mon taux de durée, mon taux d'oxygénation, mes principaux biomarqueurs. Tout ça remonte dans le même data center, et puis de temps à autre, je vais consulter, comme je consulte mes mails, mon dossier médical prédictif, parce que nous allons passer d'un système curatif, aujourd'hui, vous êtes malade, vous allez voir votre toubib, à un système prédictif. Et ça, dans les 15 ans qui viennent. Prédictif, ça veut dire qu'on va suivre votre santé et on va essayer de vous laisser en bonne santé, donc de ne plus tomber malade. Est-ce que ça pourra s'adresser à tout le monde, ce système-là? Est-ce que dans un premier temps, ce ne sera pas réservé à certaines populations plus aisées que d'autres? Non, c'est la beauté du numérique. En gros, vous connaissez Netflix. Netflix, vous pouvez regarder des tas de trucs. Pourquoi $9 par mois? Eh bien, vous allez suivre votre santé. Mes petits-fils vont suivre leur santé en prédictif pour $10 par mois sur le cloud de Apple, de Google, ou qui vous voulez. Il y aura plus de 50 marqueurs biologiques qu'on pourra analyser via des smartphones d'ici 2020 pour $1 l'application. Et ben voilà, tout à fait. Alors, sur quel levier il faudrait appuyer pour convaincre ces Français et cette culture, avec leur culture particulière, de faire le pas et d'investir dans ces champs? Il y a deux réponses. Le Français veut mourir éthiquement correct. Bon, vous ne pouvez pas l'empêcher. OK ? Donc, si le gars, il ne veut pas aller mettre ses données de santé dans un cloud quelconque, d'abord, le cloud français, on ne sait toujours pas ce qu'il est. Hein. Qui va le gérer? Orange? Microsoft, puisque Microsoft est rentré au ministère de la Défense, il est rentré à l'Éducation nationale, il est rentré au ministère de la Culture, et Microsoft à Azure, etc. Est-ce qu'on va le mettre chez Azure ou pas? Personne ne sait. C'est l'opacité complète. Maintenant, au niveau des dirigeants, on a les dirigeants qu'on mérite. Je suis désolé de vous le dire. Ces gens-là sont au courant de rien. Mais alors vraiment de rien. Vous savez, je ne suis pas toubib, je ne suis pas biologiste, et je suis considéré comme le spécialiste français de la e-santé. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, ils ne mourront pas éthiquement corrects quoi qu'il arrive, parce que quand on voit qu'il y a des manipulations génétiques, notamment effectivement en Chine... Parlons-en. Voilà. Parlons-en. Qui connaît Emmanuel Charpentier? L'édition génétique. À part Nice. À part Nice. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Voilà. Eh ben, vous êtes français. Oui, aussi. Bon. Je suis d'origine russe. Bon, alors ok. Moi, mon grand-père était américain. Alors dites-moi. Eh ben, c'est très simple. Vous avez une dame qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui est née à Juvisy il y a un certain nombre d'années, qui a fait des études de biologie en France, qui a travaillé à Pasteur. Bon, elle s'emmerdait peut-être un peu à Pasteur, parce que la recherche en France, vous avez les mandarins, les machins, les bidules, etc. Vous faites pas ce que vous voulez quand même. Hein. Et elle est partie au Fraunhofer Institute à Berlin. Et aussi à UMA dans le nord de la Suède. Et avec sa copine Jennifer Doudna de Berkeley, Californie, ils ont trouvé, un peu par hasard, une technologie qu'on appelle le CRISPR-Cas9. Le CRISPR-Cas9, ce sont des ciseaux génétiques.
Par exemple, vous faites un enfant avec votre dame, vous faites un gosse, vous voulez savoir si votre gosse qui est encore dans le ventre de la maman a une génétique correcte, il ne va pas naître avec un bras en moins ou des problèmes de dyslexie divers et variés. Alors ce que je vous dis, ce n'est pas encore le cas, mais ce sera le cas d'ici 3 à 5 ans. Vous allez repérer les gènes qui déconnent. Parce que la nature fait pas toujours bien son boulot. Hein. Et les gènes qui déconnent, vous allez les couper et les remplacer par un gène qui ne déconne pas. Alors, nous, on est un peu plus loin. Oui, ça va beaucoup plus loin. Mais alors, si on y va, combien de temps on a là pas tant que ça, mais du coup... Ça va plus loin parce qu'en Chine, justement... Venons-en en Chine. Les Chinois, les tiques, ils n'en ont rien à battre. Ce n'est pas leur problème. Alors, vous avez des Chinois qui commencent à utiliser ce truc-là, mais ça va aller plus loin. Parce qu'un couple chinois, il veut un enfant mâle, blond, aux yeux bleus. Bon, ils vont le faire. C'est facile à faire. 60% des jeunes Chinois sont favorables aux manipulations génétiques. Voilà. Et puis avoir Google Inside, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc le jeune Chinois, le couple de Chinois fait son gosse, le gosse grandit, donc il est génétiquement modifié. C'est un gosse Monsanto, si je puis me permettre l'expression. Et donc le gosse... Bayer Monsanto. Bayer Monsanto, aujourd'hui, ouais. Il vient à Paris... tu as une fille que tu as fait génétiquement non modifiée, normale, quoi, en gros. Donc ils tombent amoureux l'un l'autre et ils vont faire des gosses, et les gosses sont génétiquement modifiés. Question, messieurs les politicards, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un problème mondial. Donc il faut une espèce de... régulation. Voilà, c'est plus important que la COP, hein, que le climat. Vous me direz, si on arrive à se modifier, on va pouvoir accepter des climats qui déconnent. Mais alors vous, votre point de vue là-dessus, c'est est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison de travailler sur la médecine du futur? Parce que, alors là, on risque de partir sur le débat que je voulais garder pour la fin, qui est sur le transhumanisme et autres, mais est-ce que c'est compliqué cette histoire, quoi? Parce qu'en même temps, on se dit, après tout, si on peut soigner, éradiquer toutes les maladies, éradiquer la mort, peut-être même, certains trouvent que c'est un beau projet, hein, Kurzweil et compagnie. Dans l'absolu, on va dire que ça peut partir plutôt d'une bonne idée, si tout le monde était en bonne santé longtemps. Oui, et moi je voudrais vivre 1000 ans pour savoir si dans 1000 ans, l'ENA est encore là. C'est un bon programme. On ne rit pas dans la salle, s'il vous plaît. Non, c'est une très très bonne idée. L'être humain qui est arrivé sur cette terre, qui est apparu sur cette terre en Afrique de l'Est, disent les scientifiques, il y a quoi, il y a 200 000 ans, ce qui est assez curieux, c'est qu'on est encore là. Alors qu'à l'époque, il y avait des tigres à dents de sabre, il y avait des tas de cochonneries. On est encore là. Et donc, aujourd'hui, maintenant, le problème, c'est la Silicon Valley qui mène la danse. Mark Zuckerberg met 3 milliards de dollars, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, sur la table, pour éradiquer, d'ici la fin de ce siècle, il dit, mais à mon avis, ce sera avant, toutes les maladies du genre humain. Toutes. Question, qu'est-ce qu'on va faire des toubibs? Oui, qu'est-ce qu'on va faire des toubibs? Alors, le domaine de la santé, on pourrait y passer un colloque entier, hein, on est d'accord, on y reviendra d'ailleurs peut-être tout à l'heure, mais je ne voudrais pas qu'on rate d'autres sujets. Vous abordez beaucoup de sujets à travers tous vos travaux, vos recherches, vos observations. Donc, on va passer à aujourd'hui. On est d'accord? Donc, on passe à la séquence aujourd'hui. Attention, séquence aujourd'hui. Clac. Voilà. C'est parti. Merci pour le jingle. Alors, vous êtes engagé dans le processus électif de la primaire.org. Okay. Vous avez été ce qu'on appelle candidat qualifié, c'est-à-dire que vous avez obtenu plus de 500 soutiens citoyens. Vous ne figurez pas dans les 5 finalistes, hein, c'est tout récent. Ouais. C'est Charlotte Marchandise qui est en tête du classement, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, votre constat, je cite l'information que j'ai trouvée sur le site laprimaire.org, votre constat, pourquoi vous êtes engagé, c'est notre démocratie représentative 1.0 bat de l'aile. Oui. Votre vision et votre action, c'est mettre en place une démocratie directe 2.0. Et les 3 priorités de votre programme, c'est réduire la corruption de nos politiques, mettre en ligne tous les services publics, oui. On va parler de l'Estonie, j'imagine, et réduire le nombre des élus. Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur à l'origine pour vous lancer dans cette campagne? Le déclencheur est un type qui s'appelle Thibaut Fabre. Ce monsieur, il y a 3 ans, je l'ai interviewé, il avait créé une start-up qui s'appelait All My Apps. Bon. Donc j'avais trouvé ça vachement bien, je l'ai d'ailleurs mis sur ma web TV. Et en début d'année, j'ai vu arriver cette primaire.
Et j'ai revu Thibaut, ils sont 2 fondateurs. Il y a David Guez qui est un avocat et Thibaut qui est un développeur, un geek passionné. Et donc j'ai retrouvé l'ami Thibaut et je lui ai demandé, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer la primaire? Donc on s'est fait une visio, il était à Hartford, Connecticut à l'époque. Il m'a expliqué, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ça tenait la route, il utilisait Telegram, Trello, enfin tout un tas de machins. Et puis je me suis dit, mais Bio, toi tu connais un peu de choses sur le numérique, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes petits-enfants restent en France et ne se barrent pas comme tout le monde? Donc il faut qu'on passe au numérique. Et donc j'ai fait mon programme sur Trello et j'ai testé toutes mes idées sur mon wall Facebook, avec plus ou moins de succès pour certaines en tout cas. Et puis j'ai obtenu les 500 soutiens dont tu parlais et il y a eu le vote qui a été mis sur pied pour trouver les 5 premiers selon une technique un peu particulière de jugement, jugement majoritaire. Jugement majoritaire avec un soupçon d'aléatoire. Bon, ok, moi j'ai continué, j'ai fait mon truc. Et puis donc on a voté en blockchain. Nous sommes probablement la primaire.org et probablement la première organisation à voter en blockchain avec du smart contract Ethereum, d'après ce que j'ai compris. Donc la blockchain, c'est une technologie qui permet une désintermédiation totale, je le dis pour ceux qui nous suivent, qui permet une désintermédiation totale, mais dans un contexte totalement sécurisé de la donnée, quoi. Exact. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. Et donc, ils ont voté. Donc, moi, j'ai trouvé un gars qui était derrière, qui mettait ça sur pied. Et je lui ai demandé, mais combien ça coûte ce truc? Et le gars m'a répondu, ça coûte, pour 1000 votes en blockchain, ça coûte moins de 8 €. Bon, alors Bio, qui est con, comme vous savez, il a fait un petit calcul. Il y a 40 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Et 1000, je divise par 1000 et je multiplie par 8, ça fait combien? Ça fait 340 000 € pour que tous les Français votent. Alors qu'un vote papier traditionnel, ça coûte 130 millions d'euros. Bon, alors moi je me dis, c'est vachement bien ça, parce qu'on va pouvoir passer à la démocratie 2.0. Parce que la démocratie 2.0, naturellement, il faut que les Français en aient l'usage, c'est pas encore le cas, eh bien on va pouvoir voter tout le temps. Alors est-ce que justement on peut expliciter un peu ça? Dernière question avant que Marianne nous rejoigne. D'accord. J'en avais plein d'autres de questions, mais je peux revenir. Hein. Non, parce qu'effectivement, là, vous mettez en avant donc la démocratie directe. Qu'est-ce qui ne marche plus, en 2 mots, qu'est-ce qui ne marche plus avec la démocratie représentative? Et est-ce que la démocratie directe, c'est pas aussi la démocratie entre guillemets des lobbies, c'est-à-dire de ceux qui savent bien s'organiser pour agir? Je ne crois pas, parce qu'on le voit dans les e-santé. Je pense que tous les êtres humains, le coût d'un séquençage génétique en 2020-2022, c'est 0. Donc tout le monde va pouvoir en bénéficier. Eh bien, il en sera de même pour l'organisation de tout ça. Par ailleurs, si les GAFA, les Apple et autres commencent à jouer au con et à vendre vos données de santé sans vous le dire, il va se passer des choses. Les gens ne vont pas accepter. Si les Chinois le font, eCarbonix, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, ils veulent gérer sur leur site avec Alibaba et les autres 100 millions d'êtres humains. 100 millions. Et ils viennent de s'installer en Europe. Alors on fait quoi, Madame Marisol Touraine? Alors quel est le lien justement sur la démocratie 2.0? Je pense que ça va être exactement du même tabac. Et c'est que, mais seulement les générations de Français encore actuellement sur cette terre n'y sont pas habitués. Moi, je le vois parce que dans mon bled, je discute pas mal avec les gens que je rencontre dans la rue et on discute un peu de tout ça. Les gens n'y sont pas. Dans mon bled, on a 220 foyers. Il y a une quinzaine de foyers qui n'ont pas Internet, donc ils n'auront jamais Internet parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et puis le reste, il y en a la moitié qui ne sait pas utiliser Internet. Donc le problème, c'est que si on veut passer en tout numérique comme en Estonie, dont on va peut-être parler, eh bien, il y a du boulot. Hein. Je voudrais signaler en France l'expérience de Grenoble, je ne sais pas si vous la connaissez, qui vient de lancer un système de consultation et de votation citoyenne. Et l'idée, c'est que si un projet obtient 20 000 voix,
il est voté. Et pourquoi 20 000 voix? Parce que c'est le nombre de voix qu'ont eu les élus pour être élus. Donc c'est assez sympa. Moi, je ne le connaissais pas. Mais il y en a plein. Actuellement, en France, vous avez une cinquantaine de civic tech, comme on dit, d'organisations citoyennes, plus ou moins liées au numérique. Vous avez la primaire, mais vous en avez bien d'autres. Hein, mon copain Olivier Zrati, dans son blog, en a listé toute une palanquée. Et la dernière en date, c'est mon e-party de notre ami Pélisser, qui, à mon avis, ça va faire mal, cette histoire. Hein. Parce que parce que moi, il m'a expliqué, donc je ne sais pas si je peux tout raconter, c'est que d'ici, ce qu'il veut, c'est d'avoir plusieurs millions de Français le plus rapidement possible, parce qu'en fait, il veut disrupter les boîtes qui font des sondages, les boîtes de sondage dans un premier temps. Donc il se base sur Bouygues, il se base sur pour envoyer des SMS, il se base sur la presse régionale, etc. Et moi, j'essaye de le mettre en contact avec les gens qui font du vote électronique, parce que si son affaire marche... Oui, on revient au système de votation, effectivement. Oui, mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un État parallèle, un shadow cabinet. On va décider des tas de trucs et on va mettre au vote. Puis ensuite, on va aller voir les 1.0, les traditionnels, en disant, écoutez, vous avez vu ce truc-là, c'est quoi ce bazar? Là, ils sentaient, comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Demain, c'est Watson qui le fera. C'est probablement ces gens-là, oui. Ouais. Et là, on va plus loin, là. Watson, c'est un super calculateur. Super calculateur de deep learning, une machine qui apprend toute seule, voilà, quelque chose d'assez impressionnant. Ça met à la poubelle l'Homo sapiens 1.0. Voilà. J'ai une question pour Niels. Niels, est-ce que tu serais prêt à partager, puisqu'on parle de démocratie, la parole et la partager avec quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, souhaite poser une question? Alors, je ne sais pas si on s'approche de la démocratie 2.0 dans les rendez-vous du futur. Alors, il y a une question qui est en lien avec la notion de démocratie, de politique. Est-ce que le vainqueur de la présidentielle 2022 est un politique actuel ou sera-t-il issu de la société civile? Quelle est votre intime conviction? J'espère qu'il viendra de la société civile, sinon on est mal barré. Pourquoi donc? Pourquoi vous espérez et pourquoi on serait mal barré? C'est très simple. On va parler de l'Estonie. Figurez-vous que je suis devenu résident estonien. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que va faire Bio là-haut alors qu'il neige? Eh bien, c'est très simple. L'Estonie, je ne vais pas vous faire tout le truc, l'Estonie est le premier pays au monde numérique, full numérique. Ils ont 1 300 000 habitants, ils n'ont que 28 000 fonctionnaires, et ils ont mis en ligne sur le X-Road, ils appellent ça le X-Road, qui est le backbone dans lequel tous les services publics se sont mis dessus, y compris des services privés d'ailleurs, hein, y compris des services privés. Et donc, nous, on a 6 millions de fonctionnaires y assimilés, même certains me disent beaucoup plus, et on a une administration donc pléthorique, et on a 618 000 élus. C'est beaucoup, quand comparé d'autres pays. Donc, quand j'ai annoncé que j'avais été retirer ma carte à mémoire à l'ambassade d'Estonie à Paris, quand j'ai annoncé ça sur mon wall Facebook, il y a un type qui m'a contacté, et qui est un Français qui vit à Tallinn, la capitale de l'Estonie, et qui, justement, suit des cours de sécurité informatique, parce que les Estoniens, à côté des Russes, ils ont des tas de problèmes de ce type. Donc, alors on se fait une petite visio, et le gars me raconte la chose suivante. Et il m'a dit, voilà, Jean-Michel, moi, en Estonie, je suis étudiant, j'ai donc droit, a priori, à une bourse, et entre le moment où il a mis sa carte avec un petit adaptateur clé USB sur son ordinateur, donc reconnu automatiquement sur le X-Road, et où il a demandé sa bourse, et entre le moment où il a quitté le X-Road et que l'argent a été viré sur son compte en banque dans la banque estonienne locale, il s'est écoulé 48 heures. Le jour où la France sera capable de faire ça, on sera les cadors du numérique mondial. Mais c'est pas demain la veille. Donc, pour revenir à la question, ouais. Ce candidat 2022, il sera super numérique. Bah oui, sinon c'est pas mes petits-enfants, ils vont se barrer. Ce sera un Xavier Niel? Oh, Xavier, en 2022, il aura quel âge? Il aura peut-être l'âge d'être président. Ah, peut-être qu'il aura l'âge de président, pourquoi pas. Mais il vieillit aussi quand même, Xavier. Hein. J'en sais rien, moi, qui sera président. Ça sera peut-être personne. Merci beaucoup en fait pour cette partie principale de l'émission. Merci à Niels. On va revenir ensuite aux questions. On va passer maintenant à une séquence particulière, Jean-Michel. Ah ouais. Je vais lancer un petit jingle. C'est la séquence... Je ne vais pas lancer de séquence, je vais faire la séquence. Je vais lancer la séquence de l'interview avec Marianne Mariot qui nous a rejoint très discrètement et qui va
engager un dialogue avec vous, Jean-Michel, pour vous nous laissez tous les deux? On vous laisse tous les deux, on ne fait pas de commentaires. Voilà, moi je pose le micro. Marianne, bienvenue sur le plateau, à toi. Alors une petite interview pour vous connaître mieux, Jean-Michel. Ah bon? Ouais. Et pour commencer, pour rester dans le sujet qu'on abordait, et surtout pour concurrencer les Américains, une question présidentielle, avec une petite citation. La qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tenter, essayer, échouer même, ce sera votre réussite, clamait Jacques Brel. Comment avez-vous vécu et accueilli les résultats de cette aventure sur primaire.org, mais surtout... comment appréciez-vous la teneur de ce qui se passe dans cette initiative? Au départ, j'étais un peu, déstabilisé, parce que tout le monde me disait, Bio, tu seras forcément dans les 5 premiers. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont râlé sur ce jugement, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils voulaient voter pour moi, et il y a des gens qui n'ont reçu une liste de 5 personnes dans lesquelles je n'étais pas. Donc ils ont trouvé ça, c'est un peu bizarre. Bon. Moi, mon problème, c'est que j'ai aucune acrimonie, quelle qu'elle soit. J'ai fait, pour moi, ça a été simplement une tentative d'essayer de mettre des idées l'une à la suite de l'autre pour que la France devienne numérique, pour que l'Europe devienne une vraie fédération. Et en fait, l'impression que j'ai eue, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, qui postulaient. Il y en a 4 ou 5 qui sont venus me voir. Et ces gens-là, moi je me suis dit, s'ils sont ici, ils sont sur la primaire, c'est que numériquement, ils sont très avancés. Et ceci est faux. Ceci est faux. Donc, en fait, ils se présentent comme les vrais présidents, les vraies personnes qui se présentent à la primaire de la droite, et puis après à la primaire de la gauche. Et donc ça m'a titillé, ça je dois l'avouer. J'en ai fait la remarque sur le site de mail Telegram que nous utilisons entre nous. En fait, excuse-moi, mais en fait, c'est juste pour qu'on comprenne, c'est un mélange de citoyens et d'élus finalement, enfin des gens qui sont. Ah non, ils ne sont pas élus. Non, mais il y en a certains. Moi, j'ai été voir tous ceux qui se présentaient. Parmi ceux qui se présentaient, il y avait des élus, notamment, non? J'ai peut-être mal vu, mais bon. Je me souviens plus très bien. Avant de passer à la deuxième question, Jean-Michel, est-ce que je peux vous inviter à mettre votre main un peu plus haut sur le micro, parce que j'entends qu'il y a des petites interférences. Ah bon? Marianne, alors, pour jouer l'interférence. Voilà, une deuxième question sans interférence, valeur fondatrice. Quelles devraient être, selon vous, les nouvelles valeurs cardinales de demain? En 4 mots pour les 4 points cardinaux. Dans votre première table ronde, là. Ouais, en 4 mots, vous diriez quoi, vous? Fraternité, full digital, les femmes au pouvoir. Si. D'ailleurs, chez moi, j'ai aucun pouvoir, je vous le signale tout de suite. Et puis le 4e, je sais pas, moi, la vie correcte, éradiquer toutes les saloperies qui nous tombent sur la tête, que ce soit les maladies, les terroristes ou autres. Alors, une question inspiration maintenant. Y a-t-il un voyage, une rencontre, un livre, un auteur, une œuvre qui vous a transformé et qui inspire encore aujourd'hui votre chemin? À part Tintin et Milou. C'est vachement important, Tintin et Milou. Je veux que c'est vachement important. Non, j'ai pas de... Il faudrait que je réfléchisse quand même. J'ai pas de... Une rencontre, Madame Bio, ça, je m'en souviens. J'ai horreur d'Asimov parce que je trouve que c'est non là, elle est une rencontre effectivement qui m'a marqué, c'est Steve Jobs. Oui. Que j'ai vu plusieurs fois, mais très rapidement. Ce type, d'abord, j'aurais jamais travaillé avec lui parce qu'il était un peu caractériel. Mais alors, ce qu'il a fait, il fallait le faire. L'autre, pour lequel j'ai une grande admiration, c'est Elon Musk. Alors, vous remarquerez que tous ces gens-là sont des émigrés aux États-Unis. Steve, effectivement, est né aux US, mais d'un père syrien. Elon Musk, il vient d'Afrique du Sud. Mon grand-père maternel est né aux États-Unis. Il venait de Moravie. Ses parents venaient de Moravie. Et nous, en France, j'en discutais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené ici, à Laotien. Je pense qu'on a une chance d'avoir des émigrés qui sont déjà formés, en tout cas j'espère, et il faut savoir les utiliser.
Alors maintenant, une question paradoxe. Excusez-moi, mais Elon Musk, est-ce qu'on peut développer pourquoi Elon, cet attrait ou cette... Elon, c'est pas n'importe... D'abord, je l'ai rencontré une fois, mais je savais pas qui il était. À Palo Alto, si je vous raconte tout ça, on est parti pour la nuit. En 2 mots, ou alors... Créateur de PayPal, créateur justement, mais PayPal n'était pas encore créé. Ça s'appelait Confinity. Et donc, on a vu arriver avec mon copain Abdallah Haïti, on a vu arriver 2 zigotopes, Peter Thiel, qui avait créé Confinity, et Elon Musk, qui n'était pas connu, qui avait créé une startup qui s'appelle X.com. Et ces 2-là ont créé PayPal. Et nous, à la compagnie bancaire, on avait créé un système de paiement du même type qui s'appelait Cleanline. Et on s'était dit, bien écoutez, messieurs, filez-moi votre business model, et je vais vous amener mon président, on pourra faire des choses au niveau monde. Et puis, manque de peau, on était racheté par la BNP. Alors, la BNP, c'est des énarques. Mais Elon Musk, moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui vous a fasciné de cette rencontre avec ce monsieur. Quand je l'ai rencontré, ça m'a pas fasciné du tout. Oui, la preuve. Non. Par contre, j'ai quelqu'un à côté de chez moi qui a une start-up, il loue des Tesla. Parce qu'il y a des Gaulois qui veulent louer avant d'acheter. Et donc, on a un jour, il est venu, on a déjeuné avec une dame de mes amis qui habite pas loin de chez moi, ma chauffeuse officielle, comme elle se dit, c'est elle qui me conduit normalement. Et on a fait un tour dans la Tesla et on a mis la dame au volant. Et cette dame, en fait, a appris la conduite automobile sportive avec Beltoise. Donc les voitures robots, c'est pas son truc. Elle rigolait comme un âne. On l'a mis devant. On lui a interdit à toucher le volant. On lui a interdit à toucher les pédales. On a appuyé sur le bouton et on est parti sur la Nationale 12 où il y avait un trafic monstre. Eh ben, on s'est pas viandé. C'est dingue. Et du coup, la dame, elle veut acheter une Tesla. Donc la Tesla, et en fait la vision de M. Elon, c'est qu'il a une vision, ce mec, c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est les voitures électriques. Donc je ne sais pas si vous avez déjà visité le siège social de Tesla à Orgeval, vous avez démonté des voitures électriques, il n'y a rien dedans. C'est les batteries, les tuiles solaires et les batteries pour votre maison. Powerwall, oui. Le Powerwall, ouais, qui, ça y est, le gars qui loue ces Tesla, là, il a déjà commandé des tuiles et des batteries. Et donc, je lui ai dit, écoute, dès que c'est prêt, tu viens me le dire, tu prends les batteries, parce qu'il y a 4 types de tuiles. Et il y a la Toscane. Et moi, j'habite à côté d'une église classée, 13e siècle. Donc, il ne faut pas faire le con ici avec les monuments historiques. Hein. Donc, moi, je ne vais rien leur dire, je vais simplement enlever mes tuiles qui sont de type Toscan, et je vais les remplacer par les tuiles de notre ami Elon. Et je vais mettre la batterie. Et puis alors, si mes voisins me suivent, on va montrer une centrale électrique virtuelle avec la blockchain au milieu. Voilà, c'est ce que la France devrait faire plutôt que de glander dans tous les coins. Alors, une question réinvention. Oui, dans un cloître à Cahors, j'ai trouvé une inscription étrange. Il n'est pas plus étonnant de naître 2 fois qu'une. Alors, vous êtes né une première fois Jean-Michel Billot, une deuxième fois le Lévi-Strauss du numérique pour les humains. Est-ce que, sans transhumanisme aucun, est-ce que vous envisagez une 3e naissance, un projet, une prochaine Pourquoi échappée belle si Dieu le Père ou je ne sais qui me permet de faire. Moi, je trouve que la période aujourd'hui est tout à fait excitante. J'ai la grande conscience de vivre la fin d'un monde et le début d'un nouveau. On a le cul entre 2 chaises en ce moment. Et donc, si j'étais né il y a 500 ans, j'aurais été serf sur les terres du baron Pébro, à sarcler ses champs. Et alors qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire cette période. Mais elle peut mal se passer. Hein. Les robots arrivent, et ça va faire, je pense, assez mal. Mais personne ne le croit en France. Mais moi, j'y peux rien. Deuxièmement, le machine learning, il arrive. Et là, c'est les sachants qui ont fait 10 ans d'études qui vont se retrouver dans 10 ou 20 ans avec des tas de problèmes. La question, c'est comment on va gérer tout ça. Alors justement, j'ai une petite question innovation. Gilbert Simondon écrivait, alors attention traduction, le misonéisme, c'est le refus de l'innovation. Le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant une haine du nouveau que refus de la réalité étrangère. Or cet être étranger est encore humain et la culture complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. Donc quel remède utilisez-vous pour apprivoiser l'étrangeté ou quel remède... Vous pouvez me traduire ce que vous m'avez dit là. J'ai pas tout compris. Moi je connais, si j'ai bien compris, vous avez une secte en Angleterre au temps du début de la révolution industrielle qui s'appelait les Luddites. Et les Luddites étaient contre
La machine de jacquard, par exemple, vous avez des gens qui préféraient travailler et s'esquinter les yeux à faire des machins à la main, et ils ont cassé la machine de jacquard. Mais vous en avez toujours des gens comme ça, qui refusent le progrès, parce qu'ils en ont peur, parce que ceci, parce que cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Votre propre remède, quand vous avez peur face à l'étrangeté, ou celui que vous préconiseriez, est-ce qu'il y a des... Moi, j'ai pas peur. Vous avez des pistes ou pas du tout ? Moi, j'ai pas peur. J'ai même pas peur de Bill Gates, alors vous voyez. Merci Marianne en fait pour cet échange, cette interview un peu plus personnelle. On a essayé, j'avais essayé de poser le micro, mais je crois que je suis intervenu à un moment donné. Désolé. Non, vous avez bien fait. C'était pour aller un petit peu plus loin. Le pouvoir des femmes. C'est pas encore pour aujourd'hui. Mince. Ce sera pour un prochain rendez-vous du futur. Je reviens quand vous voulez. Pour finir, on va finir peut-être en douceur, là, pour l'atterrissage de cette émission. Avec Nils, on a parlé d'hier, d'aujourd'hui, demain et peut-être d'après-demain. Je crois que Nils avait quelque chose à En fait, on n'a pas partager. vraiment parlé encore de demain, si ce n'est sur la santé. Effectivement, on a eu le temps de dérouler un peu. Mais il y a au moins une dizaine de sujets que j'aurais aimé aborder. Donc ça sera pour un prochain rendez-vous du futur. Néanmoins, il y a quand même un mot-clé qui a été dit tout à l'heure, c'est robot, intelligence artificielle, algorithmes prédictifs, deep learning, etc. Le dernier rapport de l'OCDE fait un peu froid dans le dos quand on voit la destruction massive des emplois qui va être entraînée par toutes ces technologies exponentielles. On parle d'un emploi sur deux détruit d'ici 2050. Alors, évidemment, il y aura des nouveaux emplois qui vont être créés, mais ça ne compense pas a priori. Donc, on va dans une société où les machines vont devenir les travailleurs. Hein. Quel regard portez-vous Moi, je trouve que c'est vachement bien. Attendez, Dieu le Père nous a virés du paradis, parce qu'au paradis, on ne travaillait pas. Et puis, pouf, on s'est retrouvé sur Terre et il a fallu travailler. Bon, on arrive dans des temps où on n'aura plus besoin de travailler au sens où on l'entend, ou au sens où on l'entendait dans la révolution industrielle. Les gars qui, pour un salaire, ils donnent leur temps et leur savoir et pour avoir de l'argent et pour pouvoir acheter des jolis verres, etc. etc. Maintenant, on va retourner le système. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir de problèmes révolutionnaires, till 1789, bien, il faudra mettre en place un revenu universel de base. Sinon, les gens qui sont au chômage dû, ils vont se révolter. Donc, il faut leur donner de l'argent. Avec cet argent, ils vont aller acheter ce que les robots produisent dans les entreprises. Et eux-mêmes, vous en avez eu l'expression dans votre première partie d'émission, vous avez des gens qui s'intéressent à la fraternité, qui vont faire des tas de trucs. Donc, l'être humain, il ne va pas, s'il se retrouve à rien faire, si je puis dire, il ne va pas regarder TF1 toute la journée. Alors justement, il va s'occuper. L'espoir qui est derrière ça, cette société du temps libre, ça peut amener de l'innovation sociale. Exact, l'économie collaborative. Voilà, le peer-to-peer, l'économie du partage, l'intelligence connective qui va se développer, etc. Les makers. Est-ce que vous pensez que cette force-là, cette dynamique-là, prendra sa place et comment elle pourra prendre sa place? J'espère qu'elle va prendre sa place. J'espère qu'elle pourra prendre sa place, mais c'est la jeune fille qui était là, les autres, ce sont des gamins, quoi. C'est des gens qui ont 25 ans, ces gens-là. C'est eux qui vont faire la France de demain. C'est pas nous. Moi, j'ai une question à poser aux super experts de la connectivité que vous êtes, du numérique. On va vers une société, vers un monde de plus en plus hybridé à la sphère virtuelle. On va être dans des environnements qui vont être des environnements connectés avec l'Internet des objets, avec les environnements intelligents, pervasifs, etc., etc. Toute notre connexion qui va faire qu'on va être dans une sorte de matrice servicielle qui va devenir absolument indispensable autant que notre smartphone, parce qu'elle va nous rendre des services en permanence personnalisés, géolocalisés, blablabla. Donc on ne pourra plus se passer de cette matrice servicielle qui va être autour de nous, qui va nous servir au quotidien. Or, cette matrice servicielle développée par des entreprises et peut-être par des grandes entreprises un peu hégémoniques feront que ce qui va régir finalement les lois ou les codes de la cité, de la ville, de nos environnements, ça ne sera plus les lois justement de la sphère publique, mais peut-être tout simplement les conditions générales de vente de cette fameuse matrice servicielle qui va nous servir au quotidien. Est-ce que ça, c'est pas la porte ouverte vers ce qu'on appelle les entreprises-États? C'est-à-dire que demain, ce qui va régir les règles de la cité, c'est plus le service public, c'est les entreprises qui vont nous offrir tous ces services. Première réflexion, si le service public ne fait pas d'efforts, effectivement, il est mort.
Et nous, peut-être nous aussi. Deuxième réflexion, c'est que les choses n'évoluent pas de façon linéaire dans le futur. C'est Eric Kurzweil qui parle de la singularité, avec des choses qui évoluent de façon exponentielle. Moi, je suis dans une start-up qui s'appelle MediaOwen, et nous abordons en ce moment la disruption des langues. Ça, c'est pour... nous, on fait du sous-titrage, j'en parlais, je ne sais plus à qui, là, du sous-titrage de vidéos en machine learning. On n'a plus besoin d'être humain, quoi, en gros, à terme. On fait même du doublage son avec voix de synthèse, temps réel. C'est-à-dire le flux qui part d'ici, vous nous l'envoyez sur le cloud d'IBM, on vous ressort du doublage son en portugais, temps réel. C'est ce qu'il y aura bientôt dans les smartphones et tout ça qui fera... Exact. Voilà. Bon, tout ceci fait quoi? L'humanité va se retrouver. Parce que quand on a quitté, je reviens à mon Afrique de l'Est, là, il y a 150 000 ans, quand les premiers êtres humains, les Homo sapiens, comme ils sont appelés, parce qu'il y a eu d'autres hominidés aussi, ils sont partis, ils se sont perdus de vue. À chaque fois qu'ils se rencontraient, ils se tapaient sur la gueule. Encore quand même aujourd'hui d'ailleurs. Et donc là, on a créé chacun nos religions, nos langues, etc. Et donc aujourd'hui, si vous parlez pas l'anglais, si vous parlez pas je sais pas quoi, vous êtes un peu out. Et donc avec ce truc-là, ça va être extrêmement intéressant à suivre. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que les Estoniens nous montrent la voie d'une transnationalité. Et donc, il y a d'autres pays qui vont suivre, très probablement. Donc, vous n'aurez pas les mêmes droits qu'un citoyen estonien ou autre, mais vous pouvez, moi, je peux créer ma société, ma start-up en Estonie en 5 minutes. Combien de temps il faut en France? Vous pouvez me le dire, chère madame? Bon, je peux ouvrir mon compte bancaire dans une banque estonienne en visio. Sans me déplacer, en restant dans mon grenier. Combien de temps? 15 minutes. Vous faites ça en France? Bon, et quand vous pourrez le faire, la France sera leader dans l'économie numérique mondiale. Mais pour ça, il faut vous débarrasser des politiquaires traditionnels. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Mais est-ce qu'il faut se débarrasser aussi de ces GAFAM qui dans la question de Nice, j'ai cru les reconnaître derrière cette notion d'entreprise État? Non, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Google, si moi j'ai plus Google, je suis foutu. Il faut que je regarde TF1. C'est eux qui auront le pouvoir. C'est probablement eux qui auront le pouvoir, mais le problème, c'est que tout le monde râle que ces GAFA ne payent pas l'impôt. D'accord? Mais c'est de notre faute. C'est tout à fait de notre faute. Et si vous aviez une fédération européenne sur le modèle de la fédération américaine, je parle du modèle d'organisation, avec un président européen élu au suffrage universel pour 5 ans, etc., avec un système fiscal unique, mais ces gens-là, ils raqueraient. Donc il faut quand même pas... c'est de notre faute. Je suis désolé de vous le dire. Alors peut-être pour terminer, parce qu'effectivement on a déjà dépassé l'heure, il y a un mot-clé qu'on n'a pas entendu ce soir, c'est celui de l'éducation. Pourtant c'est au cœur de la transformation. Ouais. Quel regard portez-vous sur sur le système éducatif français, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? Moi, si j'étais à la tête de ce bazar-là, d'abord je mettrais en place un cours d'histoire de l'humanité, et pas seulement des Gaulois. 1515, tout le monde, bon ok, c'est terminé. Deuxièmement, un cours de coding. Troisièmement, vous connaissez le TUMO à Erevan en Arménie? Non. Oui. Non. Bon, il faut aller voir le TUMO. Le TUMO, c'est un immeuble important qui a été créé et financé par de riches Arméniens de Boston. Et dans le TUMO, ils initient à tout le numérique, tous les aspects du numérique, pour des gamins de 12 à 18 ans. 12 à 18 ans. Il a passé 18 ans, il sort. Et il le forme. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est quand même extrêmement impressionnant. Vous arrivez dans un grand machin, vous avez 400 élèves qui sont là sur des bureaux à roulettes avec des gros iMac. Chacun a un gros iMac. Donc, avec les roulettes, ils peuvent se déplacer pour étudier avec le copain d'à côté. Et donc, ils ont un cours online avec des quiz, etc. Complètement automatisé, le cours. Et deuxièmement, une fois qu'ils ont réussi leur quiz, ils rentrent dans les workshops. Et là, les workshops, ils vont travailler dans ce qui les intéresse avec un mentor, qui est généralement un Arménien qui vient des États-Unis. Moi, j'ai visité le... C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un projet qui a été pas mal inspiré de ce qui se fait au MIT, au Media Lab de Boston. Avec machin, dont j'ai oublié le nom. Et donc, j'ai participé au workshop de jeunes Arméniennes dans la musique. C'est effarant. C'est effarant. Les grands chanteurs français ou autres, ils sont out.
Ils ont mis toutes les chansons habituelles anciennes arméniennes, ils les ont mis en musique traditionnelle, en musique moderne, mais c'est remarquable. Alors ensuite, ils ont un grand amphi où ils invitent des tas de gens, pour les gamins, hein, toujours pour les gamins. Et ensuite, ils ont une espèce de bistrot, et j'ai participé au business plan de gamins de 13 ans. Ok ? Mais pourquoi on ne le fait pas ? Vous pouvez me le dire, pourquoi on ne le fait pas ? Qu'est-ce qu'on attend ? Le reverse mentoring qui est effectivement qui commence à arriver chez nous, c'est cette idée que effectivement les gamins qui sont natifs numériques et qui arrivent avec leur imaginaire qui est complètement ouvert, ils viennent bousculer finalement les imaginaires formatés. C'est bien ce qu'il faut faire. Voilà. C'est bien ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne le fait pas ? Est-ce que ce ne serait pas aussi la question de la fin de cette émission qu'on aurait pu faire durer encore 1 heure, 2 heures, moi, je suis à tellement votre disposition. Madame Billot m'a donné la permission de minuit, donc il n'y a pas de problème. D'accord. On va continuer en fait cette émission. Alors désolé pour nos internautes, mais on va peut-être la continuer hors antenne. Merci beaucoup Jean-Michel Billot. Je vous en prie. D'être venu merci sur de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Jean-Michel Billot. Merci Marianne et Nils d'avoir été aussi sur ce plateau et d'avoir animé cet échange très riche. Merci à toi de m'avoir au pied levé une fois de plus pris la place d'Éloi. J'espère qu'Éloi, tu flippes pas trop que la place soit définitivement prise. Non, je rigole. On t'attend. Vraisemblablement, on l'a vu tweeter sur les réseaux sociaux. Il a adoré en fait ces échanges. Je pense qu'il a passé un très bon moment. Il a oublié ses petits problèmes de santé. Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible l'organisation de cette rencontre, cet échange. Merci à Triple C, à JT Carré et au Cube d'avoir pu organiser et produire cette émission. Cette émission des Rendez-vous du Futur, vous allez bientôt pouvoir la suivre, la revoir en replay sur les réseaux sociaux, sur le site des Rendez-vous du Futur notamment. Vous allez pouvoir aussi continuer à interagir sur les réseaux. Et puis, je vais vous donner un rendez-vous le 3 décembre prochain. Nous allons faire notre 2e festival des Rendez-vous du Futur. Il y a plus d'une quinzaine d'invités seront présents ici sur le plateau pour parler d'un autre thème, mais finalement qui n'est peut-être pas si éloigné. C'est le faire ensemble. Le faire ensemble, pourquoi ? Parce que c'est le thème de la Social Good Week cette année. Donc on aura une dizaine d'invités. Alors je vais en citer quelques-uns. On aura des sociologues avec Dominique Cardon, on aura des anthropologues avec Madina Kerr, mais on aura aussi des makers, des doueurs avec Jean-Michel Beignet de Entourage. On aura Martin Noblecourt de Carte ONG. On aura des journalistes aussi avec Julie Joly. On aura beaucoup d'invités. Là, la liste est trop longue et en plus elle ne cesse d'évoluer. Donc, prochain rendez-vous 3 décembre sur le site des Rendez-vous du Futur et sur toute la toile. Merci à vous de votre attention et de votre participation sur les réseaux. À très bientôt.